Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux ce matin pour participer à cette réunion. Nous avons un programme chargé, donc nous allons essayer de tenir le rythme ce matin. Un programme chargé puisque nous allons présenter nos résultats 2025-2026, résultats financiers et extra-financiers. Nous allons parler des événements marquants de l'exercice en prenant le temps de faire un zoom sur le sujet chaud du moment, l'IA. Nous allons présenter nos perspectives 2026-2027 et surtout, nous allons conclure cette réunion en introduisant Lead the Shift, le nouveau plan moyen terme de Wavestone à horizon 2030. Et j'ai déjà commencé à avoir de nombreuses questions au café sur Lead the Shift, donc messieurs, préparez-vous. Nous sommes 6 pour animer la réunion de ce matin. Carsten Hoppner, directeur général délégué de Wavestone, Laurent Stoupy, directeur financier, on est tellement nombreux que j'en ai oublié Benoît Darde, qui sera prochainement directeur général délégué de Wavestone, Laurent Stoupy, directeur financier, Hélène Cambournac, que vous connaissez bien maintenant, qui est directrice RSE, Eva Rosilio, que vous connaissez un petit peu moins bien, mais que vous avez déjà vu, qui est la directrice commerciale de la business unit IA de Wavestone en France, et moi-même, Pascal Imbert, président directeur général de la société. Nous sommes bien entourés, puisque dans les premiers rangs de cette assemblée, il y a plusieurs membres de la famille Wavestone que je voudrais, pour certains, saluer. Patrick Irigueyen, directeur général délégué de Wavestone, qui va dans quelques mois passer le relais à Benoît Darde, Florence Didier-Noireau, administratrice référente de Wavestone, et Christophe Holnet, qui est là. D'un seul coup, je me disais, mais Christophe Holnet, administrateur, président du comité de nomination. Il y a d'autres administrateurs que je remercie de leur présence et quelques membres du management de Wavestone qui sont venus pour, le cas échéant, compléter les réponses à certaines questions que vous pourriez avoir dans le cadre de Lead the Shift. Et enfin, vous avez tous reconnu Michel Dancoine, cofondateur de Wavestone, au premier rang de cette assemblée, qui va veiller à ce que cette réunion, qu'il n'y ait pas de débordement dans le cadre de cette réunion, comme il le fait depuis 35 ans. Et il a du boulot. Pour poser le décor, laissez-moi prendre quelques instants pour présenter ou rappeler la fiche d'identité de Wavestone. Wavestone est un cabinet de conseil, et en quelques faits et chiffres, Wavestone, c'est 950 millions d'euros de chiffre d'affaires, 6 000 collaborateurs, une présence concentrée dans 3 régions principales, la France, la région JSA, Allemagne, Suisse, Autriche, et la région États-Unis, Royaume-Uni. Et Wavestone, c'est également un positionnement à forte valeur ajoutée centré sur la transformation des très grandes entreprises. Wavestone a en outre quelques caractéristiques spécifiques qui lui sont plus propres dans le marché du conseil, qui sont parfois même différenciantes pour certaines d'entre elles. Tout d'abord, et de très longue date, Wavestone a fait le choix de se positionner à la convergence du business et de la technologie, jargon de consultant qui veut dire que là où on a positionné notre valeur, c'est dans le fait d'utiliser la technologie et l'innovation technologique pour apporter de la valeur, créer de la valeur au service du cœur de métier de nos clients. Ce qui nous amène très naturellement aujourd'hui à être bien positionnés en matière de transformation IA, et on va en parler dans le cadre de Lead the Shift. On fait un choix très résolu de placer l'IA au cœur à la fois de notre proposition de valeur et de nos opérations. Nous sommes en outre une entreprise indépendante, cotée, ça n'est pas fréquent sur le marché du conseil, adepte des meilleures pratiques en matière de gouvernance, transparence et durabilité. Enfin, nous sommes d'origine franco-allemande, avec la volonté d'offrir à nos clients une alternative européenne capable de rivaliser avec les grands cabinets de conseil anglo-saxons. Voilà donc pour présenter le décor, mettre en place les éléments qui vont permettre maintenant à Laurent qui va se lever pour aller au pupitre. Parce que oui, mais moi, si tu veux, je commence à avoir un âge avancé. Toi, et pour présenter les résultats financiers de Wavestone. Merci Pascal. Je vous propose donc de présenter maintenant les principaux éléments financiers de l'exercice 2025-2026.
Comme vous pouvez le voir, Wavestone a réalisé sur cet exercice un chiffre d'affaires consolidé de 954,3 millions d'euros, en progression de 1%. Pour mémoire, Wavestone a intégré la société Weevoo à compter du 1er juin 2025, et donc sur une base organique, c'est-à-dire à périmètre échange constant, la progression du chiffre d'affaires est également de 1%. Sur un plan opérationnel, le taux d'activité s'est établi à 72% contre 73% un an plus tôt. Le taux journalier moyen est resté robuste à 938 €, stable par rapport à l'exercice précédent. Le carnet de commandes a atteint 4,4 mois d'activité, en progression par rapport à la même période de l'an passé. Les effectifs, incluant Weevoo, s'élèvent désormais à 6 111 collaborateurs au 31 mars 2026, avec environ 900 recrutements bruts réalisés sur l'exercice. Le taux de turnover est quant à lui ressorti à 12%, stable sur un an. Si l'on regarde plus précisément les résultats financiers, le cabinet a réalisé un résultat opérationnel récurrent de 119,9 millions d'euros, en progression de 1% par rapport à l'année précédente. Je précise que ce résultat opérationnel récurrent intègre les charges liées aux rémunérations en actions pour 8,2 millions d'euros contre 7,2 millions d'euros l'an dernier. Vous noterez par ailleurs la réduction des dépenses de sous-traitance conforme aux objectifs moyen terme du groupe. La marge opérationnelle récurrente est ressortie ainsi à 12,6%, stable par rapport à l'exercice précédent. Après prise en compte de l'amortissement de la relation clientèle et des autres produits et charges opérationnelles, le résultat opérationnel s'est établi à 111,5 millions d'euros, en progression de 2%. Le coût de l'endettement financier net a diminué à 0,5 millions d'euros contre 3,2 millions d'euros un an plus tôt, traduisant l'amélioration de la situation financière du cabinet. Les autres produits et charges financiers se sont établis à moins 1,6 million d'euros, principalement composés des charges d'intérêt liées aux dettes locatives IFRS 16. La charge d'impôt s'est élevée à 27,2 millions d'euros, stable par rapport à l'exercice précédent. Au total, le résultat net s'est ainsi établi à 82,1 millions d'euros, en progression de 8%. Il correspond à une marge nette de 8,6%, contre 8% un an plus tôt. Le résultat net part du groupe, dilué par action, ressort ainsi à 3,34 € contre 3,09 € en 2024-2025. Je vous propose maintenant de regarder les flux de trésorerie. La capacité d'autofinancement s'est établie à 139,4 millions d'euros, en progression de 5% par rapport à l'exercice précédent. La variation des créances et dettes d'exploitation a généré 16,1 millions d'euros de cash sur la période, contre une consommation de 11,9 millions d'euros en 2024-2025, traduisant une amélioration du DSO. Au total, la variation du BFR a généré 17,8 millions d'euros de cash sur l'exercice, contre une consommation de 5,9 millions d'euros l'année précédente. Après prise en compte du paiement des impôts, les cash flows opérationnels ont atteint 131,8 millions d'euros, en progression de 48% par rapport à l'exercice précédent. Les flux d'investissement ont représenté une sortie de 12,7 millions d'euros, pour l'essentiel lié à l'acquisition de Weevoo. Les flux de financement se sont élevés à 77,1 millions d'euros, principalement constitués de 9,7 millions d'euros de remboursement de dettes locatives IFRS 16, 11,3 millions d'euros de dividendes versés aux actionnaires et 53,7 millions d'euros de remboursement net d'emprunts financiers. Nous introduisons aujourd'hui un nouvel indicateur de performance pour Wavestone, en fait le free cash flow. Cet indicateur est calculé en retirant des flux nets de trésorerie générés par l'activité, les flux liés aux opérations d'investissement à l'exclusion des acquisitions, les flux de trésorerie liés aux contrats de location au titre d'IFRS 16, principal et intérêt, et les flux relatifs au rachat d'actions visant à couvrir les plans d'actions gratuites alloués aux collaborateurs de Wavestone. Le free cash flow au titre de l'exercice 25-26 s'est établi à 118,9 millions d'euros, en progression de 88% par rapport à l'exercice précédent. À noter que cette évolution bénéficie d'un effet de base favorable. En effet, nous n'avons pas procédé lors de l'exercice 25-26 à des rachats d'actions,
ceci ayant fait l'objet d'une opération exceptionnelle en janvier 2025. En ce qui concerne le bilan, les capitaux propres s'élevaient à 702,5 millions d'euros au 31 mars 2026, contre 633,4 millions d'euros un an plus tôt. À cette même date, le cabinet disposait d'une trésorerie nette de 121,4 millions d'euros, contre 25,6 millions d'euros un an plus tôt. En ce qui concerne le capital, le nombre total d'actions ainsi que la structure de l'actionnariat sont restés globalement stables. Par ailleurs, sur ce slide, à signaler que le conseil d'administration propose à l'Assemblée générale le versement d'un dividende de 0,5 € par action au titre de l'exercice 2025-2026, en progression de 9%. Enfin, pour terminer cette présentation, vous voyez ici l'évolution de l'action Wavestone sur les 18 derniers mois. Depuis le début de l'année calendaire 2026, une action qui a été sous pression, notamment sous l'effet du SaaSpocalypse. Je laisse maintenant la parole à Hélène pour la présentation des résultats extra-financiers. Merci Laurent. Le bilan de cet exercice 25-26 sur le plan de nos actions RSE est très positif, avec l'ensemble des objectifs atteints ou dépassés sur un périmètre groupe. WeVoo, nous ayant rejoint plus récemment, n'est pas encore intégré dans ces objectifs. Le cabinet a consolidé un excellent niveau de satisfaction de ses clients, avec un Net Promoter Score en progression de 10 points à 81, et poursuivi le déploiement de sa démarche de conseil responsable, auquel 85% de ses collaborateurs ont été formés. Sur le volet social, l'engagement des collaborateurs s'est sensiblement amélioré à 70, en ligne avec notre objectif, et la représentativité des femmes dans les fonctions d'encadrement a progressé d'1,5 point pour atteindre 34%. Enfin, sur le plan environnemental, nous avons largement dépassé nos objectifs concernant la réduction de notre empreinte carbone sur le scope 1 et 2, c'est-à-dire nos émissions directes et indirectes liées à la consommation d'énergie, et sur le scope 3, c'est-à-dire nos émissions indirectes liées à notre chaîne de valeur, dans un contexte de vigilance accrue sur nos dépenses externes. Par ailleurs, notre feuille de route a connu des avancées significatives. Sur le plan RH, la structuration d'une équipe centrale dédiée à la formation et d'une feuille de route ambitieuse, en particulier en matière d'IA, on va y revenir. Sur le plan sociétal, l'élaboration d'une politique d'achat responsable et d'objectifs associés. Et sur le plan environnemental, la formalisation de nos efforts de décarbonation dans un plan de transition climatique dans le cadre du rapport de durabilité 25-26. Enfin, plus largement, sur le plan de l'évaluation externe de notre performance extra-financière, nous avons à nouveau atteint notre objectif de figurer dans le top 5% des entreprises les plus en pointe en matière de RSE, avec nos résultats Etifinance en progression de 8 points. Pour autant, la notation EcoVadis du cabinet a diminué en raison de la maturité limitée à ce stade de nos pratiques d'achat responsable. Parlons maintenant de nos priorités pour l'exercice à venir. La première consiste à matérialiser l'impact de notre démarche de conseil responsable dans l'ensemble du groupe. Pour mémoire, cette démarche vise à prendre en compte de façon proactive les enjeux de durabilité dans tous les projets que nous réalisons pour nos clients. Nous voulons contrôler son application dans les projets, dans l'ensemble de nos business units, ainsi qu'enrichir et déployer nos recommandations en matière d'IA responsable. Deuxième priorité, être à la hauteur de nos ambitions RH et améliorer l'engagement de nos collaborateurs, notamment ceux disposant de 2 à 5 ans d'expérience, et franchir un nouveau cap dans notre ambition de formation, en particulier en matière d'IA, et accélérer la représentation des femmes dans les postes de leadership à horizon 2030. Enfin, notre troisième priorité, sur le plan de notre trajectoire de décarbonation, sécuriser l'atteinte de notre objectif SBTI court terme en 26-27 et revoir ensuite notre trajectoire à l'aune de notre plan de transition climatique. Comme chaque année, nous nous sommes fixés des objectifs matérialisant ces ambitions pour l'année à venir et puis aussi à 3 ans sur l'ensemble du périmètre de Wavestone. Ces objectifs portent notamment sur 3 axes d'amélioration sur lesquels nous voulons progresser, qui sont en gras sur le slide, et tout en maintenant notre solide performance sur les autres thématiques. Je laisse maintenant la parole à Eva Rosilio qui va vous faire un zoom sur l'intelligence artificielle. Bonjour à tous.
J'en viens à ce nouveau volet de notre présentation que nous avons décidé de dédier entièrement à un sujet chaud pour nous tous, qui est l'intelligence artificielle. Je vais vous présenter rapidement quelles sont un peu notre vision de l'évolution du marché, nos convictions, ainsi que comment ça se réalise dans nos résultats chez Wavestone. L'intelligence artificielle est une priorité stratégique pour nos clients. Et je ne vous le détaillerai pas plus, vous verrez quelques chiffres issus de l'IA Survey sur les slides que nous vous partageons. Et également, tous les dirigeants avec lesquels nous échangeons en font un sujet de comité exécutif. Sur ce sujet, notre position est claire. La transformation liée à l'intelligence artificielle sera au moins aussi impactante et profonde que ce que nous avons pu voir avec la révolution digitale. À ceci près que ça ira beaucoup plus vite, au moins 2 fois plus vite. Et ce facteur vitesse change tout pour nos clients, car il en fait un sujet éminemment d'opportunité, mais également de pression. Nos clients sont face à plusieurs défis, 3 majoritaires. Un premier qui est très lié à l'humain. Il faut qu'ils accompagnent la transformation des modèles de travail grâce à l'intelligence artificielle et également qu'ils permettent l'adoption de l'IA pour des gains opérationnels. Ils doivent, dans un second temps, également réaliser des gains opérationnels en même temps que transformer via l'IA First les processus métiers les plus critiques. Et leur troisième défi est qu'ils doivent maintenant inventer des nouvelles expériences, des nouveaux modes d'échange avec leurs clients, tout ça natif avec l'IA. Donc ils doivent faire des quick wins, des gains rapides, et également transformer le modèle en limitant les impacts humains et dans un paysage concurrentiel qui se réinvente. Face à ces défis, nous avons 5 convictions qui guident d'ores et déjà la manière dont nous accompagnons nos clients aujourd'hui. Notre première conviction est que dans un monde qui change et qui évolue très vite, dans un marché qui évolue très vite, nous devons nous doter d'une feuille de route à moyen terme. Et cette feuille de route à moyen terme doit être drivée par la valeur, le ROI et les capacités de disruption. Et ces objectifs doivent être pris en main par les métiers qui doivent en être les garants. Notre deuxième conviction est qu'il faut maîtriser son écosystème. Le marché est foisonnant et il est très fortement drivé par les vendors. Il faut permettre de maîtriser ses coûts et surtout de permettre sa résilience à long terme. Cette résilience à long terme ne peut pas se faire si on met tous ses œufs dans le même panier et que également on se met dans une situation de dépendance irréversible. Le troisième défi est que même si nous avons pu assister à une SaaSpocalypse, l'IT n'est pas mort. Et bien au contraire, il va être au cœur d'un passage et de gains à l'échelle réussie. Aujourd'hui, nos processus et nos données sont dans l'IT. Se doter d'une architecture moderne, interopérable et préparée pour les agents va devenir un asset stratégique. Notre quatrième conviction, est probablement la plus importante, est sur l'humain. Le capital humain va rester un facteur clé de différenciation pour les entreprises. À mesure que l'IA va transformer les métiers et les organisations, la valeur de l'humain va passer de l'exécution au jugement et à la confiance. La capacité des entreprises à réussir cette transformation des métiers et des compétences va être un facteur clé de succès. Et notre dernière conviction est sur la confiance. L'IA sera responsable, durable et éthique ou ne sera pas. La confiance est la clé d'un passage et de gain à l'échelle dans la durée. Sans confiance, il n'y aura pas d'adoption et donc beaucoup de difficultés à bénéficier de toute la valeur que va apporter l'IA. Il est temps maintenant que je parle un petit peu plus de comment ça se retranscrit pour Wavestone aujourd'hui, car je voulais partager. Aujourd'hui, ces convictions guident déjà la manière dont nous accompagnons nos clients. Sur ce sujet, notre signature est que nous accompagnons l'intégralité de la chaîne de valeur, du business case à la livraison, à l'adoption. Nous avons 3 leviers pour accompagner nos clients. Le premier est sur les fondations. Nous les aidons à mettre en place les fondations essentielles pour le passage à l'échelle. Les modèles opérationnels, les plateformes IA agentiques, la gouvernance, les socles de confiance.
Le deuxième est que nous accélérons le déploiement de toutes les initiatives au sein de l'entreprise. Et le troisième levier est que nous accompagnons la transformation des métiers via des modèles opérationnels enrichis par l'IA et par l'agentique, la transformation des processus et la conduite du changement. Notre démarrage dans l'IA est à succès. Vous le verrez, nous avons d'ores et déjà des chiffres qui sont très intéressants, mais j'ai oublié de dire un sujet qui était sur le slide juste avant et qui est très important. Merci. Et nous avons des partenariats stratégiques qui accompagnent les leviers dont je vous ai parlé juste précédemment. Nos partenariats stratégiques avec les acteurs du marché, les acteurs majeurs de l'IA que vous connaissez, Microsoft, Google, Mistral AI, Anthropic et bien d'autres. Et ces partenariats sont à succès. Ces partenaires nous reconnaissent la capacité à déployer leur technologie et à avoir des résultats grâce au nerf de la guerre qu'est l'adoption. Et d'autre part, nous arrivons à utiliser leur technologie pour transformer les métiers, obtenir des résultats business que par ailleurs nous savons mesurer et piloter. J'en viens à nos résultats, car notre démarrage dans l'IA est un succès. Pour quelques chiffres clés, l'accélération est tangible. Sur l'exercice 2024-2025, les activités liées à l'IA représentaient 8% de notre chiffre d'affaires. Sur l'exercice qui vient de se terminer 2025-2026, on a atteint 17% de notre chiffre d'affaires et le cap pour la suite est très clair. Sur l'exercice qui vient de démarrer 2026-2027, nous visons au moins 25% de notre chiffre d'affaires. Et je précise que nous appelons activités liées à l'IA toutes les missions qui visent à accompagner nos clients sur la mise en œuvre de l'IA et en tirer de la valeur. Un autre chiffre intéressant est que aujourd'hui, nous accompagnons plus de 100 clients Tier 1 dans toutes les régions dans lesquelles nous sommes présentes. Ce n'est donc absolument pas une transformation que nous voyons pour certains clients dans certains périmètres. C'est un mouvement global que l'on peut voir à toute l'échelle du cabinet. Donc, en synthèse, notre positionnement à la croisée de l'IT et du business, notre exigence sur l'humain et la confiance, notre expérience éprouvée, je l'ai dit, 17% de notre chiffre d'affaires, plus de 100 clients Tier 1, sont aujourd'hui notre levier de légitimité. Et c'est grâce à ça que les partenaires stratégiques nous font confiance et investissent avec nous. Et c'est ce qui va porter nos objectifs de croissance sur les prochaines années. Merci Eva. Eh bien, je vous propose de rester sur l'exercice 2025-2026 et de compléter un petit peu le panorama au-delà de l'IA, de ce qui s'est passé dans le courant de l'exercice, avant d'en venir à nos perspectives 2026-2027. Commençons par l'évolution de la répartition du chiffre d'affaires au 31 mars 2026. Ça donne toujours une bonne indication de ce que sont les tendances sectorielles qui bougent parfois d'un trimestre à l'autre, mais on essaie d'en dégager quelques macro-tendances qui permettent de comprendre ce qui se passe sur le marché. Vous le voyez, l'énergie a continué à progresser et devient le premier secteur d'activité client du cabinet, avec 18% du chiffre d'affaires contre 17% un an plus tôt. L'assurance suit immédiatement derrière et elle reste avec 18% du chiffre d'affaires au même niveau que l'année dernière. Elle est particulièrement résiliente et a été d'ailleurs depuis le début de cet épisode de marché, depuis ces dernières années un petit peu chahutée sur le marché, elle a été un très grand stabilisateur de notre activité. La banque recule encore un peu, de 16 à 15% du chiffre d'affaires, mais la tendance, à partir de la fin de l'exercice, est plutôt à la stabilisation, voire à une légère reprise. Le secteur du transport, lui, recule sensiblement, en passant de 15% à 13% de notre chiffre d'affaires, avec une activité en repli sensible chez Deutsche Bahn et SNCF, et en dépit d'une belle dynamique au sein de SBB. SBB, c'est les chemins de fer fédéraux suisses. Enfin, deux évolutions un peu contre-intuitives. Le secteur automotive et industrie progresse de 13 à 15% de notre chiffre d'affaires,
en dépit du repli dans l'automobile, qui en fait a été plus que compensé par une belle dynamique chez plusieurs grands comptes industriels, ainsi bien sûr que par une dynamique continue dans le secteur life science que nous classons dans ce grand secteur automotive et industrie. Et en ce qui concerne le secteur retail and consumer goods, qui ne paraît pas a priori un secteur particulièrement attractif, il progresse aussi de 9 à 10%, et ça c'est le reflet de la bonne dynamique dans le secteur du luxe. Une caractéristique de la période, c'est que les budgets sont contraints chez nos clients, et cela amène nos clients à concentrer leurs investissements sur des projets qui sont souvent des opérations à très forte valeur ajoutée et à très forts enjeux. Et ceci pas seulement dans le domaine de l'IA qui, vous le voyez, connaît une activité foisonnante. Vous voyez ici un échantillon. Maintenant, sur ce slide, à une analyse un peu plus large de notre activité au cours de l'exercice 25-26, je dirais que notre performance a été contrastée. Le contexte de marché a été exigeant, particulièrement au premier semestre. Et si nous avons été en mesure de renforcer notre position sur des sujets porteurs du marché et sur les secteurs résilients que je viens d'évoquer, d'autres activités ont pesé sur la performance du cabinet, avec au global un taux d'utilisation qui a été insuffisant et un début de dégradation du ratio prix de vente salaire, même si les prix de vente se sont bien tenus, le faible recrutement, notre prudence en matière de recrutement et le faible turnover amènent une expérience moyenne qui progresse et qui commence à générer un petit peu d'érosion de notre ratio prix de vente sur salaire. Dans les sujets porteurs, au-delà de l'IA, qui est montée en puissance rapidement, la cybersécurité, le cloud et SAP ont tiré leur épingle du jeu. À l'inverse, d'autres sujets ont vraiment été sous pression, et notamment ceux très orientés conseil en management, conseil sur des sujets organisation, cœur de métier, plus éloignés de la technologie. D'un point de vue sectoriel, on l'a vu, les différences ont été marquées, et je voudrais rajouter qu'il y a une volatilité sous l'effet d'un contexte économique et géopolitique particulièrement mouvant, qui est extrêmement exigeante pour arriver à bien tirer parti des poches de croissance qui parfois apparaissent pendant quelques trimestres et disparaissent aussi vite. L'exemple du luxe est assez fascinant, ça a été une montagne russe depuis 2 à 3 ans. Sur le plan géographique, notre dynamique n'a globalement pas été très bonne en Europe. Notre activité a reculé en Allemagne, avec pour autant une légère amélioration de notre profitabilité. Elle a reculé sensiblement au Royaume-Uni, avec en outre une faible rentabilité. Ce n'est pas seulement un effet de marché, c'est aussi des problèmes d'exécution qu'on a rencontrés au Royaume-Uni. Notre activité en France a connu une certaine croissance, mais avec une érosion de sa rentabilité. La bonne nouvelle en France, venant de Weevoo, acquis en début d'exercice, et qui a connu à la fois une forte croissance et une belle progression de sa marge. Enfin, en Amérique du Nord, nos équipes ont su maintenir tout au long de l'exercice une excellente dynamique, tant en croissance qu'en profitabilité. Si je me tourne maintenant vers 2026-2027, je dirais que sur le plan du marché, les choses vont mieux, on commence à voir des signes d'amélioration par rapport à 2025, mais je dirais par rapport au discours que nous avions tenu à la fin de 2025, on a un petit peu modéré notre optimisme. On constate quand même que l'amélioration reste très progressive. Donc on n'est plus dans les grandes difficultés qu'on a connues au moment de l'épisode des tarifs qui ont très fortement gelé les investissements chez nos clients. Mais pour autant, nos clients restent globalement prudents. Une prudence renforcée pour certains d'entre eux par la situation au Moyen-Orient. Et je dirais un risque de voir cette situation au Moyen-Orient, en tout cas de limiter la capacité de rebond de l'activité dans nos principales géographies. Dans ce contexte, notre priorité en 2026-2027, ça va être de progressivement retrouver notre dynamique de croissance et améliorer notre rentabilité. Pour le faire, nous devons compter avant tout sur nous, et non sur le marché. On ne peut pas attendre que le marché, finalement, tire notre activité.
Et donc, on va jouer sur nos leviers internes en renforçant notre exécution et en accélérant les transformations que nous avons à opérer, que nous avons enclenchées pour certaines d'entre elles depuis 1 ou 2 ans, par exemple, comme la réduction de la sous-traitance pour plus nous focaliser sur l'amélioration de notre chiffre d'affaires interne. Mais il est clair que nous avons pris du retard dans ce process d'amélioration de notre qualité d'exécution et de nos performances. Ce qui nous amène d'ailleurs à indiquer que nous ne sommes plus en mesure de confirmer le retour à une marge opérationnelle récurrente de 15% à horizon 2027-2028. Le retard dont je viens de parler dans l'amélioration de nos performances, vous le constatez dans les objectifs prudents que nous formulons pour l'exercice 2026-2027. Nous visons une croissance organique en légère progression par rapport à 25-26, soit une croissance organique low single digit. Et en matière de rentabilité, nous visons une marge opérationnelle récurrente située autour de 13%. Je vous propose également de faire un point sur le processus de transition managériale. Nous venons de le voir, nous sommes à un moment charnière avec plusieurs défis à relever pour Wavestone. Un marché délicat, d'une part, avec une forte incertitude et une grande volatilité. Une amélioration de nos performances qui met du temps à se matérialiser. Une vague IA puissante qui arrive encore plus vite que ce que nous pensions. L'IA qui représente, bien sûr, avant tout une formidable opportunité pour Wavestone, mais qui est aussi porteuse de nouveaux challenges pour le cabinet. Donc un moment charnière qui a amené le conseil d'administration de Wavestone à aménager le plan de transition managériale en accord avec Carsten et moi-même. Ainsi, à partir du 1er août 2026, nous allons entamer ce processus de transition managériale avec Benoît qui va devenir directeur général délégué aux côtés de Carsten. Patrick Irigoyen va, comme prévu, quitter ses fonctions de DGD et restera à nos côtés en tant que senior advisor avant de mettre un terme à ses activités professionnelles un peu plus tard. Et je vais pour ma part rester directeur général un peu plus longtemps afin de nous permettre de continuer à être dotés d'une direction générale renforcée à 3 têtes pour mener à bien les travaux qui nous attendent, en ce compris le lancement de notre nouveau plan stratégique Lead the Shift. Carsten prendra la direction générale de Wavestone dans un deuxième temps, dans 2 ans, à l'issue de cette période charnière. Je laisse maintenant la parole à Benoît et Carsten qui vont nous présenter Lead the Shift, donc le nouveau plan stratégique de Wavestone. Bien, donc nous allons maintenant, avec Carsten, vous présenter notre plan stratégique à horizon 2030, que nous avons intitulé Lead the Shift. Ce plan, il constitue une nouvelle feuille de route de Wavestone à l'aube d'une période charnière et avec l'ambition d'ouvrir un nouveau chapitre dans le développement de l'entreprise. En 2021, nous lancions notre plan stratégique Impact 2025 qui a marqué un changement d'échelle majeur pour Wavestone. En 4 ans, le chiffre d'affaires du cabinet est passé de 420 millions à 950 millions, soit un niveau significativement supérieur à l'objectif initial de 750 millions. La part de l'activité à l'international a quant à elle fortement progressé de 15 à 50% du chiffre d'affaires du cabinet. Dans le même temps, Wavestone est resté à la pointe en matière de RSE. Et enfin, le cabinet a renforcé son leadership sur des expertises clés, notamment autour de SAP, du cloud, de la cybersécurité et de la transformation digitale. Pour construire Lead the Shift, Wavestone s'est engagé depuis février dernier dans une réflexion stratégique approfondie et collective. L'objectif n'était pas de faire un simple exercice théorique, mais bien de bâtir un plan profondément ancré dans notre environnement et aligné aux attentes de nos parties prenantes. Donc pour cela, la réflexion s'est nourrie d'un dialogue avec de nombreux contributeurs dans l'ensemble des géographies où le cabinet est présent. Et donc c'est un dialogue avec plus de 1000 clients, des partenaires stratégiques, des fournisseurs, des concurrents, des investisseurs institutionnels, des analystes financiers, des actionnaires individuels,
auquel s'est ajoutée la contribution de plus de 2000 collaborateurs, notamment au travers d'une 50aine de workshops de convergence impliquant ou mobilisant plus de 900 d'entre eux. Alors, enrichi de tous ces dialogues, nous avons basé notre plan sur des fondamentaux du cabinet. La croissance, qui est à la fois une ambition, tout comme un moteur clé pour l'ensemble des collaborateurs de Wavestone, l'international, pour offrir un impact global à nos clients, The Wavestone Way, fondé sur nos valeurs et engagements, notamment engagement en matière de RSE, mais aussi une offre de service à forte valeur ajoutée, ainsi qu'une proposition de valeur à la convergence du business et de la technologie. Ces fondamentaux constituent le socle sur lequel nous avons construit notre ambition à horizon 2030. Si nous nous projetons sur cet horizon 2030, quels sont les enjeux pour Wavestone ? D'une part, nous devons renouer avec notre dynamique de croissance et notre performance, en surmontant certaines des faiblesses auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés. Et d'autre part, nous devons réussir à relever les défis posés par deux mutations structurelles majeures, le bouleversement géopolitique et la révolution de l'intelligence artificielle, qui redessinent l'environnement de nos clients et de fait, par conséquence, notre propre positionnement. Donc si on examine ces deux mutations structurelles, premièrement, l'environnement géopolitique, après des décennies de mondialisation continue, le monde prend une nouvelle tournure avec une fragmentation croissante. En conséquence, les priorités de nos clients évoluent d'un modèle bâti autour du global, lean, just-in-time vers de nouvelles priorités davantage centrées sur la résilience, sur l'autonomie et l'agilité. Deuxièmement, la révolution de l'intelligence artificielle qui déclenche une nouvelle transformation industrielle et sociétale à un rythme sans précédent. Et comme vu avec Eva précédemment, pour nos clients, il s'agit d'un changement de paradigme majeur. Ils devront repenser leurs opérations, réinventer leurs produits et services et se préparer à la disruption portée par de nouveaux concurrents et iNative. Karsten, je te laisse la suite. Merci. Merci Benoît. And now we'll switch to English. Drawing on the lessons from our recent performance and responding to the structural challenges and shifts reshaping our markets, Lead the Shift is built around three mutually reinforcing pillars. First, we will reignite the momentum and accelerate the growth across our core business. Second, we will take a new step in Wavestone's international expansion, strengthening our positioning in key markets. And third, we will position Wavestone at the forefront of AI-driven transformations for both our clients and within our own operations. Together, these three pillars form a coherent growth agenda. They are designed to reinforce one another and enable Wavestone to capture opportunities in an increasingly fragmented, technology-driven market. Let's now take a closer look at each of these pillars. Reignite momentum. Our first pillar has the objective to reignite the momentum within Wavestone. We will refocus the firm on high-growth offerings and sectors, which means steering sales even more rigorously. We will focus our energy for client pitches and also proposal preparation on sectors and topics where we see the strongest momentum, like, for example, the energy sector and cybersecurity as a topic. We will strengthen execution from sales engines to performance management by further increasing client contacts, pitches as we call them, and the implementation of dedicated performance management functions in all business units.
And we will structurally increase agility and flexibility by strengthening our transversal BUs. These are the BUs that can serve for any sector. So we are going to strengthen these transversal business units, like, for example, cybersecurity, and we will equip them with even stronger sales. These transversal business units give us the possibility to switch with flexibility from one sector to another. And in this uncertain and volatile environment, this is extremely important. The objective is to return by the end of the plan to annual organic growth of around 5%, resume external growth, and progressively restore profitability to the firm standard. Pillar 2 will enable us to take a new step in Wavestone's international expansion. We will concentrate investments in 3 key regions: France, Germany, Switzerland, Austria, and the UK, US. 2 countries we want to connect more intimately. This means that we will not do strategic investments in other European or pan-European markets. This focus will help us to further strengthen our competitiveness among the best firms in these regions. We will further strengthen the firm's position in France and GSA by strategically growing complementary services in these regions, like, for example, expanding the support of large SAP transformations in France and growing our cybersecurity business in GSA. In the US, UK, we will combine strong organic growth that we have already shown in the last year and acquisitions. The objective is to build the firm's future development on 3 regions with profitable and powerful growth engines. Our third pillar has one clear objective: position Wavestone at the forefront of AI transformation. We start from a strong and distinctive foundation, our unique transformation touch, as Eva has already explained it a little bit. Our unique transformation touch combines business and technology convergence, deep IT systems expertise, a human-centric approach to change, and a strong commitment to responsible AI. Building on this foundation, which we've already seen has been quite successful, we will embed AI even more deeply in the core of our value proposition by creating dedicated AI business units where they do not yet exist, strengthening our sector-specific AI offerings, and expanding our partnerships with key technology vendors, as Eva has also explained a little bit. This will position Wavestone at the heart of the AI ecosystem and enable us to bring to market a distinctive approach to AI transformations across regions and industries. We will continuously enrich, through collaboration across regions and business units, this approach with new insights and assets. Our ambition is to help clients move from experimentation with AI to transformation at scale, while creating sustainable value. In doing so, we aim to make AI the new growth driver for Wavestone. But AI represents not only a major growth opportunity for Wavestone, it also requires structural transformation for the company itself. In this context, we have launched several transformation initiatives. First, we are rolling out an ambitious upskilling program called AI and Me, with the objective for all employees to become fluent in AI. At the same time, we aim to fundamentally transform how we operate, with the ambition of becoming a pioneer in integrating AI into our own operations and achieving AI-enabled ways to working among the best in the market. We will also fully embrace AI across our advisory engagements to enhance the value for money we deliver to clients, notably by improving the value-to-cost ratio of our services. But we will also proactively disrupt offerings that are no longer relevant. By 2030, we expect a measurable impact on our business model.
some of our current offerings will be gradually phased out. Gradually, no big dip, but gradually they'll be phased out, and we assume currently it will be around 15%. And we are talking about offerings, for example, like pen testing, which can be replaced by AI models like MISIC from Anthropic, or technical data migrations in the SAP area, where we have made huge progress in automation in the past already, and this will continue. So these are examples for offerings that will gradually phase out. And we will also see a volume deflation as a result of AI-driven productivity gains. That means that for certain tasks we'll be faster, and we can do them with less person days, and so we'll also have a deflation there. So this is the impact in terms of productivity and service offerings that AI will have on our own services. And yeah, it will have a negative impact. But we are convinced that this negative impact will be largely outweighed by all the opportunities that we can see on our client sides. Because all our clients, as we've heard before, and as we can see, with the always growing number of credentials that we are building up in that area, will largely compensate for the deficits. And that's why we are convinced that AI will be the growth driver for the future. Now, let's take a look at the targets. Lead the Shift. Translate our strategic ambitions into clear and measurable financial and non-financial objectives for the end of the decade. By 2030, Wavestone aims to reach 1.4 billion revenue, including around 350 million in GSA, compared with 300 million today, and around 350 million across the US and the UK, compared with approximately 120 million today. We are targeting a recurring operating margin in the range of 14% to 16%, while maintaining our position among the top 5 companies in terms of non-financial performance. This trajectory has been designed with some headroom, allowing Wavestone to adapt to uncertainty and volatility on the trajectory, while continuing to invest for long-term growth. Importantly, Lead the Shift is backed by substantial investment capacity. Up to 100 million of OPEX dedicated to AI, and up to 800 million available for external growth, financed primarily through the firm's cash flows and, where appropriate, complemented by bank financing. With Lead the Shift, we are opening a new chapter in Wavestone's development, combining AI leadership, international scale, and sustainable growth to build an even stronger Wavestone. Thank you very much. Nous vous donnons rendez-vous le 29 juillet pour la publication de notre chiffre d'affaires du premier trimestre. Et comme d'habitude, nous ferons le lendemain matin une assemblée générale qui permettra aussi de rentrer un petit peu dans les détails de cette activité du premier trimestre. Merci beaucoup. Merci.